que j'ai toujours trouvé merveilleux dans ce cours, avec le séminaire qui le suivit, c'est qu'il y a toujours eu une sorte d'affinité qui se construisait, un peu malgré moi parfois, entre ce qui était dit à l'intérieur du cours et puis le séminaire qui suivait. Et ça va encore se vérifier aujourd'hui avec donc ce dernier séminaire de l'année, et qui va justement, là aussi, porter beaucoup plus, parce que les conférenciers des séminaires ont été beaucoup plus sérieux que moi, ils ont vraiment traité le sujet de l'interprétation, beaucoup plus que je ne l'ai fait. Et effectivement, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Frank Sturwegen. Frank Sturwegen, qui est professeur titulaire de littérature française et francophone à l'université d'Anvers, et qui fait partie de ces flamands qui défendent contre vents et marées la francophonie en Belgique néerlandophone. Et donc, nous sommes toujours très contents d'avoir en Belgique des flamands qui défendent cette francophonie. Et Frank Sturwegen est vraiment un grand spécialiste de littérature française et de théorie littéraire. Alors, comme spécialiste de littérature française, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le romantisme, avec des livres sur Balzac, Balzac contre Balzac, Les cartes du lecteur, Balzac suite et fin, des livres sur Chateaubriand, Le vestiaire de Chateaubriand. Ça, c'est tout à fait intéressant. Il y a toujours chez Frank Sturwegen des approches qui sont un peu originales et qui pourraient paraître fantaisistes, mais qui, au bout du compte, sont très, très sérieuses, mais qui nous invitent à penser. Frank Sturwegen travaille aussi sur le modernisme, sur la poésie. Il a écrit un livre qui s'appelle À distance de voix, essai sur les machines à parler, sur la question du téléphone dans les textes, dans la poésie. Il a parlé aussi il a écrit sur Francis Ponge. Et donc, c'est quelqu'un qui regarde les textes de près. Mais Frank est aussi un excellent théoricien. L'un des derniers théoriciens vraiment très actifs qui soit dans le monde académique de la littérature, dans le monde académique de la littérature française. Et donc il mène depuis de nombreuses années une réflexion sur la théorie littéraire, sur l'interprétation. Il a dirigé un volume par exemple sur la notation des notes et des textes. Mais il a aussi écrit un livre, et c'est de cela qu'il sera question aujourd'hui, sur ce qu'il appelle intitulé « Introduction à la méthode post-textuelle ». Post-textuelle, ça se prononce comme ça, avec un seul T, post-textuel. Et c'est, je crois, de cela qu'il va nous parler donc aujourd'hui. Et ce n'est pas sans rapport avec, je pense, la multiplicité des interprétations. Enfin, je ne veux pas empiéter sur ce qu'il va dire, mais je pense que... J'ai parlé de Roland Barthes, et là, il va nous parler, enfin le titre, ce qui n'a pas changé, le titre qui était annoncé, c'est « Pourquoi j'aime, non pas Roland Barthes, mais Raymond Picard, qui était grand ennemi de Roland Barthes à bien des égards, pourquoi j'aime Raymond Picard ou, de la méthode post-textuelle ». Ben voilà, nous écoutons Frank Sturwegen. Merci. Merci William Marx pour cette présentation. Je commencerai par reposer la question du cours de William Marx, comment lire. Si la question m'était posée, et c'est un peu le cas, me semble-t-il, je répondrais donc que depuis un bon moment, je lis de manière post-textuelle et que je m'en trouve très bien. J'avais risqué ce mot ou ce néologisme post-textuel dans un livre sur Proust qui vient d'être cité. Le mot post-textuel, que j'écris avec un seul T en un seul mot, me convient toujours et je continue à m'en servir. Je suis un lecteur post-textuel et fier de l'être. Voilà. On est post-textuel, je commence par une définition simple, on est post-textuel quand on éprouve en lisant des difficultés à respecter l'autorité du texte. Le texte, rien que le texte, respecter la lettre du texte, ami du texte chez Roland Barthes. Vous avez entendu dire cela, vous l'avez appris à lire dans le texte à l'école comme moi, on vous a peut-être menacé de sanctions en cas d'irrespect à la règle. Or, tout ce qu'on apprend à l'école n'est pas nécessairement vrai et il y a des moments où on a envie de protester. Quand on y réfléchit un peu sérieusement, il y a peu de choses dans un texte. Un texte est peu de choses. Et je ne ferai pas d'exception ici pour les textes dits littéraires, qui sont de ce point de vue des textes comme les autres. Un texte n'est pas une caverne d'Ali Baba remplie de trésors précieux auxquels on accède seulement au prix d'un douloureux et compliqué périple spéléologique. Envisageons plutôt le texte comme une série d'instructions pour la fabrication d'un objet qui commence à exister seulement quand le texte est lu, et que l'acte de lecture, par conséquent, peut modifier, adapter, reformuler, transformer.
Un texte est peu de choses, je le dis encore une fois, il est aussi une chose souple, façonnable, malléable à peu près à souhait. Je comparerai volontiers le texte, et la comparaison n'a vraiment rien d'original, à une partition musicale. Le mot partition, je rappelle à toutes fins utiles, signifie étymologiquement partage. La partition est ce qui vous permet de partager une œuvre musicale avec autrui. Pour que la partition soit utile, pour que vous puissiez la jouer, chez vous au piano par exemple, il faut connaître le solfège. Pareillement, pour lire un texte, si le texte est en caractères alphabétiques, il faut être alphabétisé. Certaines partitions sont plus contraignantes que d'autres. Il n'empêche qu'en aucun cas la partition ne doit être confondue avec l'œuvre même, dès lors que l'œuvre est effectivement jouée par un interprète. On parle, en effet, pour l'exécution d'une œuvre musicale, on parle d'une interprétation. Je dirais donc provisoirement qu'il existe quelque chose comme une fragilité, voire une instabilité de la partition musicale, même quand elle est détaillée, et cette instabilité lui est en quelque sorte constitutive. La partition n'est pas l'œuvre, elle ne cherche pas à se faire passer pour telle, elle est, et c'est en cela qu'elle ressemble au texte et que le texte ressemble à une partition, elle est une série d'instructions qu'on nous a laissées et qui permettent à l'œuvre d'exister, de circuler, d'être partagée. Évidemment, cela pose aussi la question de savoir ce qu'est une bonne interprétation musicale et comment il faudrait la distinguer de la mauvaise ou de la moins bonne. Et la même question, effectivement, se pose aussi pour la lecture et quand on parle de l'interprétation en termes littéraires. La question a été à l'ordre du jour dans le cours de William Marx à plusieurs reprises déjà. Je vais y revenir à ma façon avec un certain nombre de précisions, on va dire technico-théoriques si vous voulez. Avant de passer au deuxième moment de mon exposé, je ne peux pas ne pas rappeler cet autre passage de Proust qui est en rapport direct avec ce que William Marx a montré dans son dernier cours. Il y a effectivement dans Le Temps retrouvé ce fameux passage où le narrateur retrouve un livre de George Sand que sa maman lui avait lu quand il était petit. Or, dans les esquisses, dans les avant-textes du Temps retrouvé, vous avez à peu près le même passage, mais avec, à la place du roman de George Sand, un livre de Bergotte, qui est l'écrivain imaginaire créé par Proust. Et vous y retrouvez, en outre, l'image de la partition musicale. D'abord, donc, c'est le narrateur qui vient de découvrir ce livre lu dans l'enfance dans la bibliothèque du prince de Guermantes. D'abord, je n'ose pas l'ouvrir. Ces premiers essais de Bergotte que j'aimais plus que tout ce qu'il a fait depuis, comment les trouverais-je maintenant? Ce charme, cette douceur qui m'y enchantait, n'était-ce pas moi qui l'y mettais par une façon de lire? Par exemple, parce que m'imaginant alors à Combray que Bergotte était un doux vieillard et que, comme une jeune fille de province qui dénature les œuvres qu'elle joue parce que personne ne lui a indiqué le mouvement où il faut les prendre, je chantais tout le livre en le lisant à la fois trop andante ou trop piano, ce qui en augmentait la mollesse et en changeait le caractère. Donc vous avez la partition musicale, vous avez l'idée de la mauvaise lecture ou de la mauvaise exécution, et vous avez ce paradoxe très très troublant dont il a été question dans le cours de William Marx à plusieurs reprises, qu'une mauvaise lecture, une mauvaise interprétation peut être une bonne interprétation. Donc finalement, il faudrait 4 catégories, ou au moins 4, la mauvaise bonne lecture, la bonne mauvaise lecture, la bonne mauvaise mauvaise lecture, la mauvaise bonne bonne lecture. Et on peut développer ça à un autre moment, voilà. Maintenant, deuxième moment de l'exposé, un peu de théorie quand même, un peu de technicité si vous voulez. Je trouve très convaincante, même si et aussi parce qu'il y a une part de provocation en elle, la démonstration qu'a faite le théoricien américain Stanley Fish dans un livre que l'on a traduit en français sous l'intitulé « Quand lire, c'est faire ». Le titre original anglais est « Is there a text in this class ?» ce qu'on peut traduire par « Est-ce qu'on lit un texte dans ce cours ?» Est-ce qu'il y a un texte dans ce cours? À la limite, le titre français « Quand lire, c'est faire » dit mieux que le titre anglais de quoi il s'agit. Pour Stanley Fish, lire, c'est faire exister. La lecture aussi, et peut-être tout d'abord la lecture littéraire, consiste en l'application d'une série de procédés qui ont été créés spécialement pour cela et qui permettent au texte d'exister comme texte justement. Fish écrit, et j'aime beaucoup cette phrase que j'ai citée à plusieurs reprises ailleurs déjà, les interprètes ne décodent pas les poèmes, ils les font. They make them. Et il ajoute au même endroit,
ça n'est pas le... Pardon, je passe déjà à ma deuxième citation. Je fais d'abord un commentaire sur la première citation. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Fish, et je dirais à ma façon que c'est par la façon de lire, par le regard que vous portez sur le texte, que la poésie, que la littérature peuvent exister. Mais Fish va plus loin encore, et c'est là bien sûr qu'il provoque. Si en effet, dit Fish, si vous admettez que ce sont les interprètes qui font le poème, readers make poems, autrement dit que la lecture est une construction, une création, à la limite, on n'a pas besoin de texte pour lire. Il suffit d'appliquer le protocole de lecture pour qu'il y ait un texte à la clé. C'est ce que cherche à démontrer l'anecdote qui est devenue fameuse d'un Fish s'amusant avec un groupe d'étudiants dans le cadre d'un cours consacré à la poésie anglaise à transformer en poème religieux du XVIIe siècle une série de noms de linguistes restes d'un cours précédent et qu'on avait oublié d'effacer au tableau. L'anecdote est fameuse, si vous ne la connaissez pas, allez la lire chez Fish, elle est à la fois drôle et révélatrice. Je rappelle seulement ici que, à propos de cette sorte de fable pédagogique que raconte l'auteur de Quand lire c'est faire, qu'on a déduit à tort de ce que montre Fish que la leçon donnée serait celle d'un relativisme radical. Tout est permis en littérature, anything goes. Or, il est loin d'être sûr que ce soit le cas. Pour Fish, certes, le texte est peu de choses, le texte est presque rien. Pourtant, il existe bel et bien, pour la lecture, une instance régulatrice, que Fish appelle, William Marx y a fait allusion déjà, la communauté interprétative, interpretive community. La communauté fait autorité. Il est très difficile de se soustraire à son autorité. Pour Fish, on n'est jamais vraiment seul quand on lit un livre. La communauté lit avec nous, elle lit par-dessus notre épaule, et d'une certaine façon, elle nous surveille. Le relativisme de Stanley Fish est un déterminisme. La conclusion, écrit Fish, est que tous les objets sont faits et non trouvés, et qu'ils sont faits par les stratégies interprétatives que nous mettons en œuvre. Il ajoute tout de suite après, pour autant, je ne suis pas condamné à la subjectivité, dans la mesure où les moyens par lesquels ces objets sont faits sont sociaux et conventionnels. Autrement dit, le vous qui réalise le travail interprétatif, qui met les poèmes, les sujets de devoir et les listes dans le monde, est un vous communautaire, et non un individu isolé. Et on trouve un propos similaire dans la postface que Fish a écrite en 2007 pour la traduction française de son livre, que je vais également citer ici. La communauté interprétative, elle vit en nous. Elle est un peu comme l'air que nous respirons. On ne décide pas de rejoindre la communauté. On est embrigadé malgré soi, tel que je l'ai conçu. Ça n'était pas une communauté que ses membres choisissent de rejoindre. Au contraire, c'est la communauté qui les choisit, dans le sens où ses présupposés, préoccupations, distinctions, tâches, obstacles, récompenses, hiérarchies et protocoles deviennent à la longue l'aménagement même de leurs esprits, et aussi toujours au même endroit. Par conséquent, même si le texte lui-même n'est pas une contrainte pour mon activité interprétative, les contraintes intériorisées de la communauté à l'intérieur de laquelle je travaille s'exercent puissamment, on pourrait même dire tyranniquement, et ce précisément parce que je n'en suis pas moi-même conscient. Elles sont la forme même de ma conscience. Je relève l'adverbe tyranniquement qui est quand même très très fort. Et cette autre remarque, les contraintes intériorisées de la communauté sont la forme même de ma conscience. On a présenté Stanley Fish comme une espèce de sous-Derrida façon 70s et comme un représentant un peu caricatural de ce que les Américains, à un certain moment, ont appelé la French Theory, qui est aujourd'hui devenue une théorie du wokisme, parce que les deux choses sont un peu liées. Je ne crois pas, franchement, que le portrait qu'on a fait de Fish, en ce sens-là, lui convienne. Ce que Fish m'apprend, pour moi, c'est que quand on veut parler avec efficacité des problèmes de texte, et donc des problèmes que pose la lecture des textes, on ne peut se contenter d'arguments textuels seulement. Le textualisme, qui a eu pignon sur rue dans les départements de lettres, un peu partout sur la planète, pendant à peu près 3/4 de siècle, si je compte bien, n'est plus vraiment de saison. Et il faut peut-être oser passer à autre chose. Et la lecture post-textuelle, que je me permets d'appeler ainsi, pourrait alors être une voie de l'avenir. Elle cherche à braver l'autorité du texte, à la contourner,
voire à saboter l'autorité du texte, mais elle n'oublie jamais qu'on a aussi sur le dos, si je puis dire, l'autorité de la communauté interprétative. Il faudra ruser avec les deux, essayer de s'approprier le texte en ne s'écartant pas trop du consensus communautaire, car à ce moment, il y a excommunication. La parole du lecteur, quand il est excommuniqué, évidemment, devient une parole inaudible. La transition peut paraître un peu brusque, mais c'est sur ce point très exactement que nous avons aujourd'hui besoin de Raymond Picard. Je prépare actuellement un livre sur Racine, à peu près dans le même esprit de ce que j'avais fait sur Proust, et pour me documenter en vue de la rédaction de ce nouvel ouvrage, j'ai lu les œuvres complètes de Raymond Picard, qui a été au siècle dernier, comme vous le savez, un des grands spécialistes de Racine et de son œuvre. Il faut dire, William Marx l'a également rappelé, que si on se souvient encore de Raymond Picard aujourd'hui, c'est aussi et peut-être tout d'abord à cause de la polémique qu'il a opposée à Roland Barthes. La polémique, là, c'est bien connu aussi, portait sur Racine et la critique racinienne, et Picard, hélas, en est sorti perdant. J'ai cherché une image de Picard sur Internet pour la projeter ici derrière moi sur l'écran de la salle Marguerite de Navarre en guise d'hommage en quelque sorte. Je n'ai rien trouvé. On trouve des Picards, mais ce n'est jamais le bon. Le bon Raymond Picard, il n'existe pas iconographiquement. Le fait de n'avoir trouvé me paraît significatif. L'image de Picard est mauvaise. La preuve en est qu'on a du mal à trouver des images de lui, alors que pour Roland Barthes, on dispose évidemment d'une iconographie abondante. J'admettrai volontiers que Picard, pour ce qui lui est arrivé, l'a un peu cherché. Je veux dire par là qu'il s'est lui-même fabriqué une image de critique rétrograde qui lui est restée collée à la peau. Je vais donc essayer de le réhabiliter un tant soit peu. Je pense vraiment qu'il le mérite. Il y a d'excellentes choses chez Picard. Personnellement, je ne sais si on peut le dire au Collège de France, je mets la carrière de Jean Racine, la thèse que Picard avait publiée en 1956 chez Gallimard, bien au-dessus du Sur Racine de Barthes. Le livre est meilleur, tout simplement. Et je voudrais dire un mot aussi, c'est ce qu'on va faire maintenant, de deux études de pépites, à vrai dire, que Picard a publiées dans la vénérable revue d'histoire littéraire de la France en 69 et en 72. La première étude, vous allez voir, Racine va apparaître. La première étude a pour titre « Les tragédies de Racine, comiques ou tragiques » et la seconde « Molière, comique ou tragique, le cas Arnolphe ». Les deux textes, leurs titres le disent bien, forment une sorte de diptyque. J'ai envie de dire que quand on relit ces textes aujourd'hui, et bien que ce ne soit évidemment pas le vocabulaire de Raymond Picard, on a affaire à un travail de pionnier du post-textualisme. Mais ceci, je suppose, demande un mot d'explication également. Je commence par l'étude sur Molière. L'œuvre de Molière est-elle comique ou tragique ? Il existe, rappelle Picard, un Molière triste, un Molière noir, à qui notamment les écrivains de la génération romantique se sont intéressés. La vie conjugale de l'auteur de l'École des femmes n'était pas heureuse. Si on part de l'idée que ces pièces lui ressemblent, elles expriment une souffrance. On est alors plus près des larmes que de la gaieté. Le comique du Tartuffe, écrit Chateaubriand, cité par Picard, se rapproche beaucoup de la gravité tragique. Picard, pour sa part, admet le Molière triste, le Molière romantique, mais conteste qu'il puisse être utile pour l'interprétation des textes. L'homme n'est pas l'œuvre. En vérité, écrit Picard, il faudrait enfin cesser, après tant de décennies de biographisme stérile ou nuisible, de considérer les œuvres comme des vides-poches, des vides-cœurs ou des vides-cervelles où l'auteur aurait déversé l'amertume de ses avatars personnels. La chose amusante et un peu troublante, quand on pense à la controverse avec Barthes, est que Barthes, dans Sur Racine, n'avait pas hésité à présenter son adversaire comme un nouveau Sainte-Beuve, incapable de distinguer entre le créateur à sa table de travail et le sujet mondain. Sans cesse, la personne de Racine, c'est Barthes qui parle, sans cesse, la personne de Racine revient et l'embarrasse. Rétrospectivement, quand on a cette étude de 72 sur Molière sous les yeux, on sourit un peu. Barthes et Picard militent paradoxalement pour la même cause. Ils combattent le même ennemi que Picard appelle le biographisme. Barthes publie en 1971 dans la revue d'esthétique de l'œuvre au texte, où il écrit notamment «
je cite Barthes, il se produit l'exigence d'un objet nouveau, cet objet est le texte. Picard, quant à lui, ne met pas de majuscule à texte, mais il est clairement sur la même longueur d'onde. En bonne méthode, écrit Picard, il faut ici laisser de côté l'homme, qu'au reste nous connaissons surtout par l'œuvre, et revenir au texte. Le texte, rien que le texte. Barthes et Picard ont une chose en commun, ils sont textualistes tous les deux. Mais Picard apporte aussi à ce moment une nuance importante à son propos. Il faut bien se dire, affirme-t-il, que même si le texte est le seul objet pour l'analyse, on ne peut dans l'analyse faire l'économie d'une série d'éléments contextuels qui risquent de s'avérer déterminants à leur façon. L'exemple choisi est alors l'école des femmes. Picard écrit notamment, en effet, si l'on veut saisir pleinement la signification d'Arnolphe, il ne faut pas isoler telle tirade, ni privilégier tel vers, mais avant tout replacer le personnage dans l'univers théâtral dont il fait partie. Un peu plus loin, le rôle d'Arnolphe n'est pas seulement une suite de lignes imprimées de façon discontinue au hasard des pages. J'ai envie de dire, le rôle d'Arnolphe n'est pas seulement un texte, imprimé de façon discontinue au hasard des pages d'une brochure ayant pour titre l'école des femmes, c'est un élément intégré de façon complexe dans une construction dramatique qui lui donne sens. Et encore, cette construction elle-même ne devient pleinement efficace que dans le fonctionnement de l'institution théâtrale, c'est-à-dire lorsqu'elle est présentée dans un théâtre par des acteurs devant un public. La réputation de l'auteur, la vocation habituelle du théâtre, le style des acteurs, leurs emplois, l'attente du spectateur, tout cela nous oriente vers une compréhension du texte. Vous admettrez que Stanley Fish n'est pas loin. Il y a là déjà une pensée de la communauté interprétative. Chez Molière, seul le texte compte, il n'empêche, ajoute Picard, que le texte de Molière est comique seulement quand on entreprend de le lire comme un texte comique ou quand sur une scène de théâtre, il est interprété de manière comique par des acteurs et qui arrivent à faire rire de leur jeu. Un jeu différent, une autre façon de lire, ne produirait peut-être pas le même résultat. En d'autres mots encore, et pour en arriver au point important, Barthes, en 1971, élabore une théorie du texte. Picard, pour sa part, en choisissant le texte de théâtre comme exemple, formule ce qui est en réalité une théorie de la lecture. Picard n'a pas peur d'affirmer qu'au théâtre, le contexte à proprement parler fait exister le texte et qu'un changement de contexte, même si le texte reste objectivement le même, entraîne des modifications dans la compréhension de l'œuvre. Il s'ensuit, malgré ce qui a été avancé dans un premier temps, qu'à la question de savoir si une pièce est comique ou tragique, si elle est censée faire rire ou faire pleurer, on ne peut répondre en termes de texte uniquement. Ce qu'est véritablement un texte, soutient Picard, dépend de l'usage qu'on en fait. Au théâtre, un comédien habile, s'il a le public avec lui, peut à peu près faire un texte ce qu'il veut. Vous voyez les conséquences qui s'ensuivent si vous admettez que c'est une théorie de la lecture que Picard met en place dans ses réflexions sur le comique molièresque. Il n'y a pas de raison pour que la même malléabilité ou la même adaptabilité des textes n'apparaissent pas ailleurs. Je lis Molière seul chez moi, comme Rousseau avec sa brioche et son verre de vin. Si j'ai envie de pleurer, et même si c'est Molière, je pleure et personne ne pourra m'en empêcher. Maintenant, je passe à la suite, je passe à l'étude que Picard publie en 1969 sur Racine. Les tragédies de Racine, comique ou tragique. En guise d'entrée en matière à son article, Picard cite l'abbé Dubos, fin XVIIe siècle, qui affirme avoir entendu rire lors d'une représentation d'Andromaque, quand Pyrrhus, dans l'acte 2, demande si en épousant Hermione, il n'arrivera pas à rendre Andromaque jalouse. Dubos écrit « Le parterre rit presque aussi haut qu'à une scène de comédie ». L'anecdote est intéressante, écrit Picard toujours, car elle révèle dans les tragédies de Racine, à qui on doit également, soit dit en passant, la comédie des plaideurs, l'anecdote fait apparaître chez Racine un comique latent. Et la question est alors de savoir où on va localiser le comique latent chez Racine. La question n'est pas simple. A-t-on le droit, se demande Picard, d'imputer au texte même de Racine un ridicule qui peut tenir au jeu des acteurs ou à la nature du public?
Picard écrit le texte même tout en s'empressant d'ajouter, vous le voyez, que pour accéder à ce qu'est le texte même, il faut commencer par le lire. Et c'est là que les choses se compliquent. Il y a toujours plusieurs manières de lire un texte. Et la distinction entre le genre comique et le genre tragique vire alors au casse-tête. En fait, un même geste, une même situation, une même attitude, un même personnage peuvent être comiques ou tragiques selon la manière dont ils sont représentés et perçus. Le comique et le tragique ne sont pas dans l'objet, mais dans une certaine perspective sur l'objet, dans un certain traitement. Ils sont dans la représentation ou le regard et non dans la chose regardée. Plus loin, il faut se pénétrer de cette vérité fondamentale et jusqu'à présent peu répandue. Ce n'est pas parce qu'il est tragique que tel personnage apparaît dans la tragédie, c'est parce qu'il figure dans une tragédie qu'il est tragique. Le même élément objectif, insistons-y, est susceptible d'une mise en œuvre comique ou tragique. Et enfin, on le voit clairement, ce n'est pas le tragique qui définit la tragédie, mais tout le contraire, c'est la tragédie qui fait le tragique. Tout cela, pour moi, sont des propos d'un critique à qui la lecture post-textuelle ne fait pas peur. Ce que l'on peut dire des pièces de Molière, on le dira aussi pour les mêmes raisons de Racine et du tragique racinien. Une pièce est tragique quand elle est jouée tragiquement par des acteurs et que le public y croit. Il n'empêche qu'il est toujours possible de mettre les choses sens dessus-dessous. Ayez l'esprit de contradiction, pensez à rebours, imaginez dans l'école des femmes Arnolphe en amant tragique, vous aurez progressé dans l'étude du comique molièresque. Mithridate, chez Racine, tous ces exemples viennent de Picard, est un roi trompé, certes. On pourrait très bien reconnaître en lui un autre Alceste. Mithridate devient alors un héros comique. Je vais maintenant m'offrir le plaisir de citer William Marx devant William Marx. Il me faudra dire un mot aussi à propos des mêmes questions toujours d'un livre très important qu'a publié aux éditions de Minuit. William Marx est dans le titre « Le tombeau d'Édipe » avec comme sous-titre « Pour une tragédie sans tragique ». 2012, édition de Minuit. Raymond Picard n'est pas cité dans le livre de William Marx, il n'y avait aucune raison pour le faire, mais je risque l'hypothèse que si Picard avait pu le lire, s'il avait encore été avec nous, et je parle alors du Picard pionnier de la lecture post-textuelle, il aurait apprécié l'ouvrage, il aurait acquiescé. William Marx démontre brillamment dans ce livre, je suppose que ses lecteurs s'en souviennent, que les tragédies des Grecs, contrairement à ce qui nous semble être une évidence, n'étaient pas tragiques. Plus exactement, qu'elles n'étaient pas tragiques au sens que des philosophes comme Schlegel ou Schelling ont donné à ce mot. Ce serait tragique, selon cette acception du terme, l'affrontement entre l'homme et le destin. Or, selon William Marx, c'est plaquer sur des œuvres d'une autre ère un schéma d'interprétation tout préparé et rendre apparemment intelligible ce qui n'aurait jamais dû entrer dans un cadre d'intelligibilité. Bref, c'est arracher la tragédie à son lieu d'origine. Quel rapport avec le théâtre classique et avec les auteurs dont parle Raymond Picard dans les deux études de la Revue d'histoire littéraire de la France? Mais on sait la réponse. Les Grecs, écrit William Marx, ont aussi produit des tragédies à fin heureuse, et elles étaient même supérieures en nombre aux tragédies à fin malheureuse. Du reste, je cite William Marx, du reste, ça n'est qu'assez récemment que le tragique a été identifié de manière univoque à une histoire qui finit mal et que dans le langage courant, l'adjectif est devenu synonyme de funeste. Au XVIIe siècle encore, Corneille évoque la tragédie heureuse par opposition à la tragédie à dénouement malheureux. L'une et l'autre ayant également droit de citer. Au XVIIe siècle encore, Corneille est là. Et si on a les réflexions de Picard à l'esprit, dans son sillage arrivent Racine et Molière. On peut rappeler que le Cid paraît d'abord sous l'intitulé Tragicomédie et ne devient tragédie qu'en 1648. Le mot comédie, par ailleurs, au XVIIe siècle, c'est également bien connu, désigne indifféremment toute pièce de théâtre. Mais retenons l'essentiel pour ce qui nous occupe. Une tragédie n'est pas nécessairement une pièce triste. Ça n'était pas le cas chez les Grecs, ni au XVIIe siècle. Et il faut alors rappeler le passage du livre de William Marx que Raymond Picard, je me représente post-textuellement, Raymond Picard lisant le tombeau d'Édipe dans l'au-delà avec un grand sourire sur les lèvres. Il faut rappeler ce passage que Picard souligne au crayon car il est vivement frappé par ce qui se trouve là. Pour les Grecs, un spectacle tragique n'est pas forcément la représentation d'une action.
Il était plutôt conçu comme une série de tableaux tirés d'une légende que l'auteur coordonne les uns aux autres avec plus ou moins d'art. Le Prométhée enchaîné, les Phéniciennes ou les Troyennes fonctionnent comme des spectacles de revue, avec des numéros presque déconnectés les uns des autres, entre lesquels s'intercalent les interventions chantées par le chœur. William Marx poursuit: choquante, cette vision de la tragédie comme un spectacle de revue digne de music hall. Et je cite la réponse qui est décapante: guère plus fausse que la grille tragique communément appliquée à ces drames et dont il faudra bien un jour commencer à se défaire. Raymond Picard est toujours vivant en 2012. Il lit William Marx, il jubile. Si déjà chez les Grecs anciens le tragique pouvait être comique, lui, Picard, ne se trompe pas en affirmant qu'il y a du comique chez Racine et du tragique chez Molière. En quelque sorte, Picard est rassuré. Il a trouvé chez William Marx ce qu'il n'a pas trouvé chez Barthes. Je passe à présent à une publication plus récente, car elle date de 2022. Et elle va nous intéresser ici parce que Raymond Picard y fait une réapparition inopinée. Je vais parler d'un petit livre fort drôle et très bien fait que l'on doit à la plume de deux collègues qui s'appellent Florian Penanec et Sophie Rabault. Le titre en est Mission Comédie, ou comment se sortir d'une tragédie en moins de 24 heures. Le texte de quatrième de couverture indique qu'il s'agit d'un essai critique aux allures de roman. C'est donc une sorte de roman que l'on nous donne à lire. On y voit apparaître comme personnages les deux auteurs de l'ouvrage qui s'appellent Penanec et Rabault et qui, à la demande d'un directeur de théâtre, qui a lui-même été contacté par le ministère de la Culture, partent à la recherche d'un procédé permettant de transformer une tragédie en comédie. Le livre de 2022 appartient au courant de critique qu'on appelle parfois interventionniste, qui est un courant, je pense, cousin de la critique post-textuelle. Or, je suis ravi de constater que Picard, dans Mission Comédie, fait partie de la liste des invités. J'ajouterai seulement que l'accueil qu'on lui fait, pour ce qui me concerne, aurait pu être plus enthousiaste. Mais voyons la chose en détail. Je rappelle le passage de Mission Comédie où les deux enseignants-chercheurs, qui sont aussi les deux protagonistes de l'histoire, sont les personnages du roman, d'une certaine façon, se trouvent dans une salle de lecture de la BNF en quête d'ouvrages qui pourront être utiles pour la mission qu'on leur a confiée. Et on lit ceci. Mais Sophie Rabault avait déjà repéré un autre volume dans une pile de revues d'histoire littéraire de la France, rapporté du rayon Revue scientifique, section Lettres et sciences humaines, code LL Salvé. Tiens, Raymond Picard, celui qui s'était énervé dans les années 1960 parce que Roland Barthes lisait Racine d'une manière qui ne lui plaisait pas. Voilà donc Raymond Picard, qui n'est pas le plus créatif des critiques, nous sommes bien d'accord, a, semble-t-il, écrit un article intitulé « Les tragédies de Racine, comiques ou tragiques ». Quoi ? Faites voir. On note qui n'est pas le plus créatif des critiques et la façon dont est rappelée la polémique des années 60. Le moins qu'on puisse dire que le portrait que l'on fait ici du spécialiste de Racine n'est pas spécialement flatteur. Il n'avait pas à l'être, certes. Picard, encore une fois, s'est fait des ennemis en publiant nouvelles critiques ou nouvelles impostures. Il en a subi les conséquences. C'est donc l'image mauvaise de Picard qui explique l'échange que l'on vient de lire. Deux critiques d'aujourd'hui, deux critiques de la nouvelle génération, tombent par hasard alors qu'ils font une recherche en bibliothèque sur un travail universitaire d'une autre époque. Ils s'étonnent que l'auteur du travail se soit intéressé déjà aux mêmes questions qu'eux. D'abord, ils sont enthousiastes, frénétiques, nous entrepriment une lecture en diagonale de l'article au titre prometteur. Ensuite, c'est la douche froide. Le titre est prometteur, mais Picard déçoit, et d'une certaine manière, il ne pouvait que décevoir. J'ai lu avec un infini plaisir le livre de Florian Penanec et de Sophie Rabault, que je considère un peu d'ailleurs comme des compagnons de route. Je m'étonne un peu toutefois que seul soit mentionné dans Mission Comédie l'étude que Picard a publiée sur Racine et que rien n'est dit de l'article sur Molière, alors que les deux textes, comme on l'a vu, forment un ensemble. Il est vrai que la mission qui est confiée aux deux chercheurs personnages dans le livre de 2022 consiste à aller de la tragédie à la comédie et non l'inverse. Je suppose que c'est la raison pour laquelle le Molière de Picard, a été laissé de côté. Et j'ai une autre remarque encore. Picard, de Mission Comédie, est cité, mais il est cité en passant, au pas de course en quelque sorte. Si là, nous dit-on, poser les bonnes questions, il n'y a pas vraiment répondu.
Il me semble pourtant que les réponses de Picard n'étaient pas si nulles et que cela est d'ailleurs démontré, on pourrait parler d'une démonstration a contrario, par les auteurs de Mission Comédie même. Dans son article sur Racine, Picard en arrive à la conclusion que le comique et le tragique ne sont pas dans l'objet, mais dans une certaine perspective sur l'objet, comparant avec les observations que formulent de leur côté Florian Pénanec et Sophie Rabault, elles ne sont pas essentiellement différentes. Rien n'est objectivement et irrémédiablement tragique dans les faits racontés, ou plutôt il suffit de les voir autrement, de les décrire autrement, ou de renoncer à les expliquer par des raisons nécessaires pour que la tragédie s'évanouisse comme par magie. Et aussi, l'appartenance à la tragédie n'est pas une propriété du texte en soi, mais le résultat d'une opération par laquelle un texte fait l'objet d'une motivation tragique. Picard, en 1969, affirmait « Le même élément objectif est susceptible d'une mise en œuvre comique ou tragique ». La leçon est répétée en à peu près les mêmes termes dans Mission Comédie. En somme, les avis concordent. J'ai imaginé Raymond Picard lisant William Marx sur les tragédies antiques. Je l'imagine lisant Florian Pénanec et Sophie Rabault dans un livre où il est cité. Picard est content de voir ses analyses confirmées. Il regrette un peu le qui n'est pas le plus créatif des critiques. Il est d'avis que l'on aurait pu être plus gentil avec lui. Je donne raison sur ce point à Raymond Picard. J'ai encore 5 minutes environ, c'est ça? Très rapidement, parce qu'il manque un exemple concret à la démonstration, évidemment, on a été dans la théorie, dans les spéculations. Peut-on post-textualiser Racine? Chez Proust, l'exercice est relativement facile parce que l'œuvre proustienne est mobile. Il y a texte et avant-texte, c'est un peu la même chose. Chez Racine, il faut bien le dire, c'est une autre affaire. On a plus de mal. Le texte résiste, Racine résiste. Je rappelle l'anecdote que raconte Valéry dans Sur Phèdre femme de 1924. Valéry raconte qu'il évoque d'abord sa manie des substitutions. Vous le savez, William Marx en a très bien parlé dans le cours sur Valéry. L'envie de remplacer X par Y est chez le poète du cimetière marin un véritable tic. Or, dans le passage qui m'intéresse, le même Valéry, qui se promène dans la rue en composant dans sa tête une cantate en alexandrin, s'arrête devant une vitrine de libraire où est exposée une belle page de vers. Il s'agit, vous l'avez deviné, de vers de Racine. Valéry est subjugué. Je me mis inconsciemment, pendant une longue fraction de minute, à essayer sur le texte affiché des changements de termes. J'étais comme un sculpteur qui mettrait ses mains sur un marbre, rêvant qu'il remaniât une terre humide et molle. Mais le texte ne se laissait pas ressaisir. Phèdre me résistait. Je connus par expérience directe et sensation immédiate ce que c'est que la perfection d'un ouvrage. Ce ne fut pas un bon réveil. Le texte ne se laisse pas ressaisir. Il y a là, pour qui veut s'exercer à la lecture post-textuelle, un très sérieux problème. Chez Racine, la marquise sort à 5 heures, et à 5 heures pile. Il n'y a pas moyen de présenter les choses autrement. À quoi bon imaginer des variantes, faire des variations? Tout est parfait déjà, tout est dit, il n'y a plus rien à dire. Ne désespérons pas toutefois. Une marge de manœuvre, même chez Racine, nous est laissée. La bonne nouvelle est en effet que l'on peut changer le sens que l'on attribue à un texte sans pour autant changer la lettre du texte. Plus spécifiquement, l'opération post-textuelle, telle que je la conçois, ne cherche pas forcément à intervenir dans le texte, par exemple à la manière de Pierre Bayard, quand celui-ci propose d'améliorer les œuvres ratées. On peut aussi très bien garder le texte tel qu'il est en intervenant seulement au niveau du cadre, pour ensuite observer les effets que produit le changement de cadre pour la lecture du texte. Borges a fait d'excellentes suggestions dans ce domaine. Je dirais que c'est aussi un peu ce que préconise à sa façon Raymond Picard dans ses études sur Racine et Molière. Vous changez le cadre, vous changez le texte. Je vais très rapidement faire une démonstration sur Britannicus, que vous connaissez bien, et je vais montrer que dans 5 minutes, si c'est permis, la pièce de Britannicus est post-textualisable. Racine est un grand auteur. Il y a, évidemment, quand vous avez affaire à un grand auteur, il y a un poids énorme de la communauté interprétative. Je ne pense pas qu'on puisse lire Racine librement parce que la communauté interprétative nous surveille. Alors, est-ce qu'on peut lutter contre les contraintes, non seulement du texte, mais de la communauté interprétative? Vous connaissez l'image de Racine qu'avait Sainte-Beuve, le poète qui pleure, le poète larmoyant qui fait pleurer, etc. Il y a aussi la vie de Rémy de Gourmont, Les larmes de Racine,
il en fit plus verser qu'il n'en versa lui-même, et on fera difficilement croire à un lecteur de Racine que celui qui ordonna ces furieuses tragédies, ces caractères luxurieux et féroces, fut un cœur tendre, une mièvre sensibilité. Alors, très rapidement, parce que je pense qu'on aura aussi quelques minutes de discussion encore après le séminaire. Si vous rappelez le texte de Britannicus, il y a cette scène absolument incroyable comme ça. Britannicus est amoureux de Génie. Génie est convoité par Néron, qui, dans une séquence célèbre, oblige la jeune femme à simuler devant son amant une scène de rupture. Génie proteste en s'adressant à Néron. Elle dit « Absente de la cour, je n'ai pas dû penser, Seigneur, qu'en l'art de feindre, il fallut m'exercer. » Mais Néron lui fait subir un chantage. Si Junie se montre récalcitrante, le jeune prince mourra. Junie finit donc par obéir aux ordres. Elle joue si bien son rôle devant Britannicus que celui-ci se croit réellement abandonné et quitte la scène dévastée. Il est vrai qu'il y aura un moment de réconciliation un peu plus tard. L'art de feindre est l'art de l'acteur et de l'actrice. La chose curieuse est donc que Junie, qui a grandi loin de la cour, qui est censée être une jeune personne honnête et candide, s'avère être une excellente comédienne et qu'elle est en quelque sorte naturellement. Il y a plus curieux encore. La même Junie, comme actrice, récidive. On s'en rend compte à l'autre bout de la pièce quand, après le meurtre de Britannicus, elle s'enfuit du palais pour trouver refuge au temple des Vestales. Elle a faim de passer chez la triste Octavie, mais bientôt elle prit les chemins écartés. L'art de feindre, on le voit, est de nouveau pratiqué par Junie, qui arrive encore une fois à très bien s'en servir. On a remarqué qu'en s'enfuyant chez les Vierges Vestales, Junie rejoint une communauté religieuse, Junie se fait nonne, mais une chose est clairement de trop dans cette affaire, qui est la sorte d'habileté qu'a l'amante Britannicus à tromper à peu près systématiquement son monde. La pseudo-nonne est une actrice douée, une manipulatrice de premier ordre. Elle réussit à se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Elle fait croire qu'elle va là où elle ne va pas. Et tout le monde est dupe de son jeu. Cela oblige à réfléchir à une autre scène hyper célèbre de Britannicus, quand, dans la même tragédie, Néron, devant Narcisse, raconte l'arrivée nocturne de Junie faite prisonnière au palais impérial. Ce sont des vers archi-célèbres. Cette nuit, je l'ai vue arriver en ces lieux, belle sans ornement, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. Laclos a parodié ces vers dans les liaisons dangereuses. Il transforme la séquence tragique en scène de libertinage. Non sans raison. À l'évidence, il y a déjà un peu de ça chez Racine. Si Junie est capable, en jouant la comédie, certes sous la contrainte de mettre Britannicus au désespoir, si elle est à sa façon une experte en dissimulation, non seulement elle ressemble à Néron, mais aussi elle pourrait bien être, non sa prisonnière, mais il faut bien lâcher ce mot, sa complice. Le cadre de lecture a changé. Junie dans Britannicus est à Néron ce que Madame de Merteuil, dans le roman de Laclos, est à Valmont. Vous savez que Hugo, dans la préface de Cromwell, reprochait à Racine sa torpeur classique. Il n'y a pas de torpeur chez Racine. Racine n'est même pas, si on le lit post-textuellement, un auteur classique. Lisons-le plutôt comme quelqu'un qui revisite à sa façon le procédé cher au dramaturge baroque du théâtre dans le théâtre. C'est du théâtre dans le théâtre. Junie dans Britannicus est le nom d'une actrice qui joue devant Néron et sur sa demande le rôle de Junie. À la limite, on a affaire à un remake, mais alors aux accents noirs et sinistres de l'illusion comique de Corneille. Britannicus ou l'illusion tragique, ce serait un excellent sous-titre. Le Néron de Racine est un autre Alcantre qui dirige à la baguette une troupe de spectres parlants qui sont ses acteurs. Junie est le spectre en chef, est la plus douée de la bande. Je conclus. Morale provisoire de la fable. Il y a toujours moyen pour lire un texte autrement et il ne faut jamais se priver du plaisir de le faire. Le véritable sens d'un texte est celui qu'on a envie de lui donner, à condition toutefois, et la condition, j'insiste sur ce point, est impérative, que la communauté interprétative ne rouspète pas trop. Mais j'en ai assez dit, je m'arrête. Merci de votre attention.
Merci, merci infiniment, cher Franck, pour cet exposé qui nous fait réfléchir et revoir les textes. Nous avons commencé un petit peu en retard, donc on peut prendre quand même 10 minutes pour réfléchir. Je vous lâche, enfin, vous pouvez partir avant, mais enfin, je vous lâche vers 19h05, hein, un peu plus, entre 19h05 et 19h10. Il n'ira pas plus tard, mais quand même, tout ce que tu nous as dit mérite quand même une discussion et une réflexion. Alors, je suis... Alors, évidemment, j'ai bien apprécié la captatio benevolentiae qui consiste à me citer, et je trouve ça, c'est très, très aimable de ta part, et j'approuve évidemment cette manière de faire. Je voudrais juste te décevoir, tu es beaucoup moins hétérodoxe que tu ne le crois. C'est-à-dire que la réhabilitation de Raymond Picard est quelque chose qui a commencé depuis longtemps contre Roland Barthes et qui a commencé sous la plume même d'Antoine Compagnon. Dans L'Âge des Lettres, vous avez des passages tout à fait intéressants qui sont une sorte d'éloge de Raymond Picard, de la complexité de sa pensée. Et ici même, je crois, je me souviens avoir entendu Antoine Compagnon dire que le Sieur Racine n'était pas le livre qu'il préférait, hein, de Roland Barthes. Et donc, effectivement, il y a une subtilité chez Raymond Picard et un modernisme, en vérité, même dans la vie et l'existence de Picard, qui mérite qu'effectivement qu'on s'attarde sur la personne même et sur sa pensée, comme tu l'as fait, et c'est assez fascinant. Alors, moi, j'ai trouvé ces exemples de relecture et de critique post-textuelle, comme tu le dis, tout à fait fascinant. Mais je me demande s'il n'y a pas le jeu. Comment tu définis le texte, en vérité? Comment tu définis le texte? C'est-à-dire qu'il me semble qu'en fait, quand tu parles de texte, tu parles de deux choses différentes. Quand nous disons texte, nous parlons de cet ensemble de mots qui sont sur la page, et là, on est clair, il y a un texte qui est là, il faut l'interpréter, il faut en faire sens. Mais quand tu dis, par exemple, que Arnolphe est un personnage qui peut être soit tragique, soit comique, ou que Junie peut être soit comique, soit tragique, en fait, tu te réfères, me semble-t-il, à autre chose, c'est quelque chose qui est en deçà du texte, c'est-à-dire le type ou le canevas même d'une œuvre. Et effectivement, le canevas, le type d'un personnage, peut être lui-même, peut avoir une dimension tragique ou comique. Parce que je ne vais pas me citer moi-même, je vais plutôt citer Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss fait une fameuse interprétation du Chapeau de paille d'Italie, la comédie de Eugène Labiche, en fait en montrant qu'elle a exactement le même canevas que Édith Proie. Et donc, le canevas est le même. Donc, en deçà du texte, effectivement, on a quelque chose qui pourrait être soit une comédie, soit une tragédie. Mais après, Labiche écrit ce texte à partir de ces canevas, et ce qui devient là, ce qui sort d'un Chapeau de paille d'Italie, c'est quelque chose qui ressemble quand même plutôt à une comédie. Alors, est-ce que tu serais d'accord avec cette manière de voir les choses? Si je dois répondre de façon honnête, et je pense que ça, c'est ce qu'on attend de moi. Évidemment, j'ai un peu instrumentalisé les passages que j'ai cités de Picard sur le théâtre, parce qu'effectivement, donc il y a deux choses. Il y a on va dire, comme tu dis, ce qui est sous-jacent, donc les stéréotypes dramaturgiques d'une certaine façon, et la possibilité qu'a un lecteur de lire un texte de plusieurs manières. Et donc il y a autre chose, on pourrait ajouter ça à ce que tu viens de dire. J'ai pris comme exemple le texte de théâtre, et donc on sait très bien que les spécialistes, les théatrologues, comme on les appelle parfois, estiment que les arts du spectacle font partie d'une autre discipline que la théâtre. Hein. Donc on n'a pas, quand on est littéraire, on n'a pas vraiment le droit de parler de Racine et de Corneille, parce que ce sont des textes faits pour être joués. Et donc je pense que c'est Anne Wersfeld qui disait qu'il y a une illisibilité du texte de théâtre quand il est simplement lu. Donc il y a effectivement, il y a de ma part, et j'assume ça, une volonté d'instrumentaliser les passages que j'ai donnés de Picard, parce que, et ça c'est la première chose que tu as rappelé, parce qu'effectivement, Picard et Barthes n'étaient pas si opposés que ça, et effectivement, Antoine Compagnon l'a très très bien démontré.
démontré, donc les deux sont textualistes. Et donc Picard, avec quasiment le même militantisme qu'un Barthes, à peu près au même moment, revendique une pensée du texte, la société des amis du texte à laquelle tu as fait allusion. Moi, je pense que Picard et Barthes auraient aimé en faire partie tous les deux. Ils s'y seraient retrouvés comme deux camarades, d'une certaine façon. Et donc c'est par rapport à ce textualisme de Picard, qui est un peu ce qu'il y a en commun avec le propos de Roland Barthes quand il parle de la société des amis du texte, quand il dit le texte est notre seul objet d'étude, etc. C'est que là, paradoxalement, il me semble que Picard est plus avancé que Barthes. Parce que non seulement il dit qu'en Barthes, c'est le texte, notre objet, c'est pas l'homme et l'œuvre, il faut sortir du biographisme, mais un texte, il doit être travaillé, il faut en faire quelque chose. Et là, le tragique, parce que là on est dans le tragique dans un autre sens du terme, c'est qu'on peut à peu près faire ce qu'on veut d'un texte. Et le théâtre est alors un très bel exemple de ça. Donc il y a effectivement des stéréotypes sous-jacents, comme tu dis, mais c'est extrêmement troublant. Donc vous avez une pièce de théâtre, et si vous la jouez d'une autre façon, vous changez totalement le Mithridate, Alceste, etc. Et là, j'y vois une sorte d'allégorie, si tu veux, une illustration de ce qui arrive dans la lecture et dans le rapport que nous avons au texte. Oui. Donc j'ai sans doute un peu instrumentalisé, mais c'était fait à dessein pour des raisons pédagogiques. Et le choix, effectivement, le choix de prendre comme exemple les textes de théâtre est évidemment très judicieux, puisque les textes de théâtre sont réellement soumis à une interprétation. Nous avons vu qu'au bout du compte, dans les exemples qu'il y avait dans le cours, à savoir que le même texte, François Le Champy ou d'autres, peut être lu de manière très différente suivant les âges de la vie. Donc il n'y a pas besoin chacun est aussi libre de lire différemment les textes, de les comprendre différemment. Mais au théâtre, il y a effectivement un intermédiaire supplémentaire qui est l'acteur, qui est le metteur en scène, et qui effectivement impose là aussi une lecture qui peut être quand même plus ou moins convaincante. C'est quand même, il y a un moment à la fin où le spectateur, puisqu'on est au théâtre, peut se dire ça marche ou ça ne marche pas. C'est pas parce que c'est possible que nécessairement c'est toujours légitime. Et nous avions parlé dans d'autres discussions, parce que ça fait longtemps que discutons, Frank Schurwegen et moi-même, et nous avons parlé plutôt de ces questions de la plus ou moins grande probabilité des lectures. Il y a des diversités d'interprétation des textes qui sont liées aux communautés interprétatives, du reste qui sont aussi des communautés créatives, parce que en fait, quand il y a un canevas quelconque, il y a un canevas, il y a une histoire, il peut être traité soit en comédie, soit en tragédie. Après, Racine ou Corneille ou Molière, en fonction des canons du temps, en fonction des communautés interprétatives qui les attendent, en fonction des représentations de ce que Umberto Eco nomme un lecteur modèle, ils construisent quelque chose qui sera soit une tragédie, soit une comédie. Je me situe là dans le monde XVIIe siècle. L'Antiquité sera encore autre chose. Mais à partir de là, effectivement, un metteur en scène peut arriver et traiter une comédie. Ça se fait beaucoup pour Molière. Enfin, moi, j'ai vu récemment un chapeau de paille Italie au théâtre de la Porte-Saint-Martin. C'est une mise en scène qui était encensée par la critique et qui, je crois, était très bonne, mais je l'ai trouvée sinistre, personnellement. Et je me suis... mais je pense que j'étais le seul dans la salle à la trouver sinistre, tout le monde riait aux éclats. Et donc, ça prouve que chacun peut aussi considérer que telle ou telle lecture, telle ou telle interprétation est plus ou moins adaptée. Que penses-tu de l'idée de la plus ou moins grande légitimité, plus ou moins grande probabilité d'une lecture Pour les textes en général, pas seulement pour les textes de théâtre. Non, moi je dirais, c'est un peu ce que j'essaie de dire, c'est que on est pris entre deux feux d'une certaine façon. Un texte, c'est vraiment très peu de choses. C'est des notes sur une partition que vous pouvez jouer à votre façon. Il y a do ré mi, vous pouvez faire do ré mi, vous pouvez faire comme Mahler, vous mettez un mi bémol, donc ça va être do ré mi, et vous avez la première symphonie de Mahler. Donc il y a très très peu de choses dans un texte. Vous êtes condamné à la liberté interprétative. Et d'autre part, il y a cette communauté interprétative, interpretive community, un organisme très très difficile à définir, parce que quand on est dedans, on ne sait même pas qu'on fait partie de la communauté. Et donc il y a quelque chose de tragique dans cette affaire. Vous avez très peu dans le texte, et vous avez une autorité très très forte qui vous surveille du côté de la communauté. Et un lecteur, il doit ruser avec cela.
Donc un bon lecteur, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui est un peu à l'aise dans l'art de la ruse. Alors, excusez-moi, je joue un peu l'avocat du diable, hein, mais quand tu dis il y a très peu de choses dans un texte, c'est pas que je sois choqué, mais c'est Gustave Flaubert qui est choqué, qui a consacré toute sa vie à écrire des phrases qu'il considérait comme les plus parfaites qui soient. Et toi-même, tu as cité le texte de Valéry, où il est face à ce texte de Phèdre, et le texte lui résiste. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une machine tellement agencée qu'il est impossible il y a des contraintes qui sont là présentes à l'intérieur du texte, qui fait qu'il est impossible de changer quoi que ce soit. Donc une machine qui est si parfaite, comment peux-tu dire qu'il y ait si peu de choses? Ça n'empêche pas qu'on puisse ensuite en faire autre chose, mais il y a quand même un énorme... Alors, c'est un peu bourgeois de dire ça. Il y a beaucoup de travail dedans, donc il y a beaucoup de choses. Peut-être pas. Enfin, il y a beaucoup de travail, de complexité qui a été mis dans un texte, et pour reprendre l'exemple de Valéry, il pense souvent qu'un texte, c'est une machine qui est là, en fait, pour enchaîner le lecteur, pour obliger le lecteur, en fait, à bien des égards. Et ce qui n'empêche pas qu'il y a après une liberté d'interprétation. Donc, il y a beaucoup de commandes dans un texte, en fait. C'est pas peu de choses. Absolument. Et donc, même s'il y a beaucoup de... C'est un peu comme pour les partitions musicales, il y a des partitions qui sont très très contraignantes, où en tant qu'exécutant musicien, vous êtes obligé de suivre très exactement la partition. Il y a d'autres partitions qui vous laissent plus de liberté. Et donc Valéry, comme d'autres types d'écriture, c'est effectivement des machines extrêmement perfectionnées. Mais la machine a besoin de nous, elle a besoin de moi, lecteur, pour exister. Et à ce moment-là, on retrouve toute notre difficulté. Donc c'est en tant que, c'est Valéry même qui le dit, en tant que producteur, mais je ne peux pas épuiser, quand je suis en train de rédiger mon texte, toutes les possibilités de lecture qu'il y a, parce que j'ai besoin de l'autre, de mon lecteur, pour que mon œuvre puisse exister. Et donc à ce moment-là, même si vous avez un côté, on va dire, presque militaire, comme ça, je vais parfaitement contrôler toute la lecture. Un Nabokov, par exemple, donc je veux qu'on me lise de cette façon, je vais encrypter des choses, et donc il faut un lecteur très intelligent qui puisse repérer toutes sortes d'allusions, etc. Donc je vais contrôler mon lecteur d'une façon vraiment presque radicale. Si mon lecteur ne me lit pas, mon contrôle ne sert à rien. Donc le problème est là, à mon avis. Et après, finalement, je termine encore, et ça c'est la dernière question, parce que tu n'as pas tout à fait répondu à la question de la plus ou moins grande légitimité. Après, c'est quoi? C'est le plus fort qui l'emporte? C'est un peu ce que dit Stanley Fish. Au bout du compte, c'est celui qui a l'autorité qui dit c'est le meilleur sens du texte. Ou est-ce que quand même, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même des critères de plus ou moins grande légitimité d'une interprétation par rapport à une autre? Ou est-ce que vraiment tout est égalité? Ou c'est le plus fort? Parce que c'est Stanley Fish, c'est ça. Au bout du compte, c'est l'autorité. Au bout du compte, c'est la grande... Moi, j'ai tendance à penser maintenant, mais évidemment, une pensée peut évoluer, que c'est l'autorité de la communauté interprétative qui règle tout, hein, et qu'on peut un peu ruser avec ça. Si je parle de lecture post-textuelle, c'est parce que je vais quand même me donner la possibilité de ruser un peu avec l'autorité, mais on est condamné à respecter cette autorité, parce que c'est ce que j'avais dit aussi dans ma présentation. Il faut un consensus communautaire sur le sens de l'œuvre, et donc même si on accepte que le sens est pluriel, etc., si je vais contre le consensus communautaire, ma parole de lecteur devient inaudible. Je ne peux pas être compris, donc il me faut quand même respecter un minimum et à ce moment-là, on retrouve l'autorité de la communauté. Donc la légitimité, à mon avis, elle n'est pas vraiment parce que c'est des notes sur une feuille de papier, hein, et la légitimité, elle vient d'ailleurs. Et donc moi je dirais actuellement, pour moi, elle vient de ce que Fish appelle la communauté interprétative, mais qui ne définit jamais effectivement de façon très précise. Et pour une raison très, très spécifique, c'est que quand vous êtes dans la communauté, vous ne pouvez pas savoir, parce que vous ne pouvez pas sortir de votre groupe. Hein, sauf que Barthes imagine qu'il y a quand même une possibilité qui est à l'intérieur même de la société des amis du texte, une possibilité de la différence. Et Barthes est quand même c'est un textualiste, tu l'as dit, hein, c'est quand même aussi un formaliste. Donc, moi je pense, enfin, j'aurais tendance à penser, mais on va arrêter la discussion ici, et c'est quelque chose qui devra être poursuivi l'an prochain. Je pense qu'il faut essayer de concilier à la fois quelque chose qui est de l'ordre d'un textualisme, parce que j'appellerais moi plus volontiers un formalisme, c'est-à-dire quelque chose qui a dans la forme quelque chose qui nous en impose,
à certains égards, et qu'on ne peut pas absolument tout faire, qu'il y a des choses qui sont là. Et en même temps, c'est vrai, et c'est ce que disait Barthes, il y a aussi des tiraillements, des contraintes qui se font sur la lecture. Je parle de communauté interprétative, mais tout n'est pas possible. Voilà. Je pense que tout n'est pas possible et tout n'est pas également probable. Et enfin, ce serait la... Je ne sais pas si on peut, je sais pas si on peut trouver un consensus là-dessus. C'est quelque chose qui doit être travaillé et je le travaillerai l'an prochain. Mais voilà, je pense que c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait essayer de. Là, tout n'est pas possible. Tout n'est pas possible. Ah, mais c'est merveilleux. Mais parfois, les choses sont un peu possibles et quand il y a un peu de possibilité, quand il y a un peu de marge de manœuvre, moi je suis content. Voilà. Ah bah alors, là je pense qu'on peut être d'accord. Je crois que c'est une belle note d'harmonie entre nous. Je te remercie, Franck Sjögren, d'avoir justement, au bout du compte, introduit à cette réflexion, à ces débats qui vont être en fait ceux aussi de l'an prochain et qu'on a quand même en partie traité déjà dans un grand nombre de séminaires ici même. Et donc voilà, je remercie l'ensemble des intervenants du séminaire de cette année, l'ensemble du public venu nombreux en présence et puis qui nous écoute aussi, qui nous écoute nombreux. Et comme je vous l'ai promis, je pense que nous continuerons, si je tiens ma promesse, nous continuerons à travailler sur ces questions, plus spécifiquement de l'interprétation. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de pain sur la planche, hein, comme disait Michael Warner, que je citais tout à l'heure. Merci à toi, Franck Sjögren, et merci à vous tous.